quel ce nouveau modèle de développement pour l'Afrique. Et on a rassemblé, Arnaud Bellinetti et ses équipes ont rassemblé un panel d'exception pour traiter de ce sujet. Corinne Bruno-Meunier, vous êtes directrice générale déléguée de l'Institut de recherche pour le développement, pour Fougour. Ravi de vous avoir avec nous. Son Excellence El Hadji Magatte Seye, vous êtes ambassadeur du Sénégal en France. Bonjour monsieur l'ambassadeur et bienvenue, bienvenue à Courbevoie à l'EHEIB. Un autre ambassadeur, l'ambassadeur du Bénin en France, son Excellence Euseb Abgansband Agban. Là, je vais y arriver. Pardon, c'était moi d'avoir trébuché sur votre nom. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur du Bénin en France. Jean-Pierre Cordier, vous êtes fondateur du comité d'éthique de Total. Ah bah oui, vous êtes ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Stéphane Dicky, porte-parole du patronat francophone. Et enfin, voilà, bonjour monsieur. Et enfin, Gianmarco Montselato, qui représente notre partenaire Benoît. Vous êtes d'ailleurs le directeur des activités France et Afrique francophone de Deloitte. Alors, comme c'est une question qui porte sur de nouveaux modèles de développement, il nous a paru judicieux de vous donner la parole, madame Meunier, pour peut-être vous présenter de manière liminaire quelques axes de réflexion sur ce sujet, et ensuite on entrera dans le détail des développements possibles avec chacun des autres participants qui sont engagés, on va dire, un peu ce côté-là aussi. Voilà. Bon, je vous cède le micro, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Merci beaucoup ici. Merci aux organisateurs d'avoir invité l'Institut de recherche pour le développement, qui est basé à Marseille, dans le siège philosophique à Marseille. Porte-d'entrée de la Méditerranée Sud, en règle générale. Voilà. Alors, c'est une question évidemment assez complexe pour cette activité aussi, parce que le débat est en cours sur les nouveaux paradigmes du développement. Et d'ailleurs, dans le titre, il n'y a pas une de développement durable, mais évidemment, l'IRD est un institut que certains connaissent sans doute, qui travaille sur ce développement durable et qui travaille évidemment d'une certaine manière. Alors, pourquoi d'une certaine manière? Parce que, au fond, ce qu'ils essayent de mettre en avant aujourd'hui à l'URD, il y a une très longue histoire, presque 80 ans, avec un monde d'origine qui est Nordstrom, enfin, certains connaissent ce mot, mais il n'y a pas trop m'attarder sur cette histoire-là. Mais notre avenir aujourd'hui, eh bien, c'est de dire que nous travaillons dans un partenariat équitable avec nos partenaires au Sud, et ces partenaires au Sud, ils sont très nombreux. Ils sont bien évidemment sur le continent africain, mais ils sont aussi dans toute cette vaste zone que nous appelons tropicale, intertropicale et méditerranéenne. C'est une façon de qualifier déjà le Sud global, et c'est important de le faire parce qu'en le faisant, on voit que le continent africain est évidemment partenaire de nombreux réseaux. Que ce soit en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Et pourquoi c'est important de le souligner? Parce qu'en travaillant sur le développement durable, on est obligé de travailler sur des thématiques scientifiques, oui, c'est l'Institut de recherche scientifique, des thématiques scientifiques qui, par définition, ne connaissent pas de frontières. Et ça, c'est vraiment très important. Vraiment de le protéger. Ensuite, évidemment, nous sommes aussi dans une période qui je viens de l'entendre, les relations entre les continents africains et en particulier, évidemment, avec les pays d'Afrique francophone et la France, ces liens sont un peu questionnées. Pour ne pas dire... Pour le dire clairement, il en a été question. Voilà. Mais c'est bon, mais on dit beaucoup, peut-être que c'est pas faux, mais que la France... progressivement perdrait terrain face à d'autres acteurs internationaux. Oui, alors, oui, certainement. Je veux dire, il faut garder une chiffre en face. Cela a été fait lors du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, que beaucoup j'ai assisté. Et peut-être que certains se souviennent d'ailleurs qu'il y avait en amont de ce nouveau sommet Afrique-France un colloque sur justement les relations de recherche en particulier, qui nous contrôlons à ce thème qui est la France. Et oui, le nouveau sommet a permis à certaines de voix africaines de s'exprimer fortement d'ailleurs. Et ça continue. Je vois que tous
je lis beaucoup d'articles à ce sujet. Et bien entendu, c'est une manifestation que nous avons au sein de l'Institut de recherche pour le développement. Parce que il y a plusieurs types de réflexions et de recherche à cet institut. Naturellement, je me redis que ça rapidement, je ne vais pas faire la fille. Vous allez voir. Je veux quand même dire que c'est un institut de recherche qui travaille sur toute une série de thématiques qui partent de l'océan, des côtières, du climat, bien évidemment, de l'environnement dans toutes ses dimensions, de la santé, des migrations, des manifestations sismiques, etc. Donc, un très vaste champ de recherche, et voilà, mais aussi une espèce de réflexion du méta-scientifique, puisque nous sommes obligés de réfléchir avec d'autres sur ce que va devenir la notion de développement durable, qui est concomitante aussi d'autres notions, la notion d'aide et développement. Vous savez que là aussi, il y a beaucoup de réflexions encore. D'ailleurs, nous les menons avec une partenaire africaine. Qu'est-ce que c'est que l'aide au développement? On préfère peut-être, dans un certain nombre de cercles, le partenariat international, mais on voit bien, et nous avons cette réflexion aussi avec les partenaires de l'ALD, que si nous partons trop vite vers ces réflexions et qui mettraient en avant des partenariats internationaux, c'est peut-être oublier trop vite qu'au sein d'un certain nombre de pays africains, nous avons encore des populations très vulnérables et qui ont besoin de cette aide. Donc, il faut y réfléchir ensemble et de voir comment insérer les composantes en Afrique, les composantes de cette société dans ces grands ensembles internationaux de façon à ne pas les laisser en route. Et ça, évidemment, c'est la responsabilité d'abord des États africains, bien évidemment, mais c'est aussi la responsabilité aujourd'hui de celles et ceux qui travaillent sur ce développement durable. Voilà, c'est un peu mes propos liminaires. Si vous voulez m'interrompre, je laisse la parole à d'autres. Bon, on va surtout pas vous interrompre. On d'abord vous féliciter, on vous applaudit. La deuxième piste de parole. Alors, je cède la parole tout de suite et sans autre transition à Recep Akbangla, je vais y arriver, qui se démontre. Vous êtes donc l'ambassadeur Bénin. Vous avez pris, je crois, vos lettres de créance en octobre 2020. Donc, vous avez maintenant un certain recul justement sur le travail diplomatique bilatéral entre la France et le Bénin. Et évidemment, à partir des propos liminaires que nous venons d'entendre de Corinne Poudre-Lenier, on aimerait savoir, monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur Akbangla, ce que vous pensez justement de la façon dont se configure aujourd'hui la participation de la France, du partenaire français, à l'ébauche, à l'élaboration, au façonnement progressif d'un nouveau modèle de développement. Je vous cède immédiatement le micro, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir permis d'être ici pour échanger avec vous, peut-être de notre point de vue en tant que Béninois et de l'expérience que nous faisons au Bénin depuis quelques années. Notre développement grave. Un certain nombre de prérequis qui ont été mis en place par le président Patrice Talon. Et nous faisons l'expérience au niveau de l'équipe force de flic. À propos de la question que vous avez posée, je crois que notre premier partenaire au niveau du Bénin, c'est la France. Enfin, c'est la technique, ne vous laissez pas tromper, chef d'excellence. Nous sommes en là, ne vous laissez pas tromper. Alors, je peux être peut-être vous avez une élection hier. Jamais. Et là, on a affiché, en donnant la parole au premier candidat, la relation bilatérale de la France et du Bénin reste extrêmement étroite. À ce dit, le Bénin n'est peut-être pas extrêmement représentatif. L'Afrique francophone, voilà, avec des critiques et pays. En tout cas, je voudrais confirmer ce que vous avez dit. Nous avons des relations entre la France et la République. Et la preuve,
C'est bon, fini. On peut laisser Patrick, mais continuer. Il faut carrément faire comme ça. Alors, j'ai dit que la preuve, c'est les visites répétées entre nos deux chefs d'État, que ce soit le président Patrice Talon en France ou la visite officielle que le président Macron a effectuée l'année dernière. Et dont les résultats sont assez probants, que donc, suivant aujourd'hui, nous assurer un suivi assez adéquat dans tous les secteurs de la vie nationale, compte tenu des conclusions qui ont été tirées de cette visite et les secteurs dans lesquels les deux parties ont décidé de mettre en place un partenariat. Alors, comme on est ici entre nous et que on veut parler vrai, vos relations avec les autorités françaises, avec le ministère de l'Intérieur, on est très étroite et très positive. De toutes les façons, c'est la même relation que j'ai avec que mon collègue du Sénégal a avec. Ne parlez pas pour lui, on va voir là. Une bonne option, un cours de juillet, comme il y a un suivi qui a suivi aujourd'hui des conclusions de la visite du président Macron et tout le monde, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique ou dans le domaine culturel. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons reçu de la France des biens culturels patrimoniaux qui ont été restitués et qui constituent un élément important de notre patrimoine culturel et qui servira de tourisme. C'est très pratique. Alors, je voudrais aborder peut-être un sujet fondamental. Vous avez posé à savoir quel est le nouveau modèle de développement pour l'Afrique. Je vais l'aborder de façon générale et puis peut-être donner quelques exemples. Vous me corrigez, monsieur l'ambassadeur, ça vous attend, la dernière fois, c'est promis. Oui, j'en prends vraiment simplement dans nos habits, mais le Bénin constitue aussi un modèle de développement. En Afrique francophone, c'est incontestable que le développement économique, notamment du Bénin, est une réussite jusqu'à maintenant. De toutes les façons, on n'a pas de leçon à apprendre à quelqu'un, parce que les réalités en Afrique ne sont pas les mêmes. On parle des Afriques, et les pays africains ont leurs spécificités qui varient d'un pays à un autre. Nous faisons notre petit bonheur de chemin, qui nous réussit peut-être, mais nous, ce n'est pas une expérience à dupliquer. C'est une expérience que nous faisons et dont des traits peuvent être pris en compte par d'autres pays ciblés. Et ce qui est sûr, nous appartenons, par exemple, en Afrique de l'Ouest, à la même communauté économique. Et l'expérience que nous faisons doit certainement profiter à notre zone et à la communauté que nous constituons. D'une manière générale, c'est que nous avons compris que le développement tel que pensé au lendemain de nos indépendances et qui est surtout caractérisé par l'extraversion, je vois que quelqu'un en a parlé, et également le mimétisme, quelqu'un en a parlé aussi, mais également une appropriation sociale. C'est que on constate que les populations de notre pays vivent dans une chambre, dans une tunnel, et que le gouvernement, à cette époque-là, où on avait des indépendances, prenait des décisions qui ne répondaient pas réellement. Et puis, vers la période de transition démocratique, le professeur Bois-de est là, et certainement qu'il va nous enrichir de ce principe cet après-midi. Les transitions démocratiques qui, en Afrique, ont été plus ou moins généralisées. Il en a été une champion avec l'initiative de la conférence nationale où nous avons fait, comme nous le faisons là maintenant, notre expérience de la démocratie qui, malheureusement ou heureusement, a été généralisée, mais dont les résultats n'ont pas été les mêmes un peu partout. Mais globalement, la conclusion que l'on peut tirer des années après, peut-être d'années après, c'est que dans les pays africains, d'une manière générale, la démocratie ne résume pas avec le. On a l'impression que la démocratie ne résume pas avec le développement,
En tout cas, en ce qui concerne les populations. Parce que les problèmes concrets des populations, se vêtir, se loger, s'éduquer, se soigner, souvent ne trouvent pas de réponse à des élections régulières, à l'échéance régulière, changement du président de la République, le changement de membres d'institutions, ainsi de suite, à telle enseigne que les avantages que ce type de régime procure dans vos pays, ici, ne sont pas les mêmes ressentis dans nos pays. Alors, vous êtes en train de me dire, monsieur, c'est dans le précatoire. Pour la nécessité, pour le fondement de question du sujet que vous avez choisi, à savoir quel modèle alors que veut pour l'Afrique. Et quel modèle qui serait plus attentif, monsieur l'ambassadeur, aux attentes réelles des populations concernées. Chez nous, d'après tous les pays africains, il est dit que l'agriculture est la base de notre économie. Je ne sais pas s'il y a un Africain ici qui peut vivre l'agriculture est la base de notre. Mais cette agriculture-là que nous faisons développer dans notre société n'est pas mécanisée. Nous voulons une agriculture mécanisée. Et aujourd'hui, les options qui sont faites d'une manière générale par nos pays, c'est de pouvoir, c'est du l'agroalimentaire. Donc, procéder à la transformation de nos productions agricoles, créer des chaînes de valeur. Et aujourd'hui, c'est une expérience capitale que nous faisons au niveau de notre pays, dans le Bénin, où nous avons, le gouvernement a mis en place une zone économique spéciale pour transformer les productions agricoles. Et cela fait son chemin aujourd'hui. Et c'est une des surprises que la délégation française a eu à découvrir quand le président Macron était à Pékin, où nous transformons le coton qui est produit au Bénin, nous transformons l'ananas qui est produit au Bénin, et nous faisons des vêtements aujourd'hui dans notre pays sur cette zone économique spéciale qui est vendue de par le monde. Et surtout aux États-Unis, on n'a pas encore suffisamment inondé le marché européen, mais bénéficiant du système de lavoir, nous inondons le marché américain aujourd'hui. Et, au contrario, nous avons ici l'ananas du Bénin, qu'on appelle pain de sucre, dont les jus sont vendus dans le supermarché ici. Je vous invite à... Il ne peut témoigner qu'il est délicieux. Je suis un avant-gardiste, je dis là. Pas producteur également de bois de casine. Et au lieu que les Indiens, par exemple, puissent venir ramasser le brut, ce produit est transformé sur place et c'est bon. Aujourd'hui, ils vont aller sur le marché international avec. Donc, je dis, l'agriculture, l'agro-industrie, c'est l'une des priorités, l'un des parcours que Bénin a emprunté aujourd'hui et qui fait son domaine de chemin. Il y a le capital humain. Pour pouvoir renforcer le capital humain, parce que nous voulons avoir une meilleure qualifiée des règles. Il arrive souvent que, et ça a été ce matin, même pour réaliser des marchés de transaction, la Chine est obligée de faire venir des ouvriers de la Chine. Cela ne crée pas l'emploi. Nous pensons qu'il faut la main-d'œuvre locale et pour ce faire, aujourd'hui, il y a des lois qui ont été mises en place pour réformer dans ce secteur où 70% du secteur de l'éducation doit revenir à la formation technique et professionnelle avec la solution bénéficie technique. D'ailleurs, avec les concours et les partenariats de la France, nous avons l'AFD qui finance une trentaine de lycées techniques et de la formation professionnelle. Nous avons des formateurs ici, donc des élèves professeurs qui sont en formation ici, pour pouvoir aller enseigner ce qu'ils ont dit, surtout dans le domaine de l'agriculture au pays, ainsi de suite. Dans le domaine de la santé aussi, nous avons des stagiaires qui sont là-bas. Donc, il faut dire que nos relations sont très liées dans ce domaine-là. Maintenant, le financement. Le volet financement, parce que je peux citer pas mal de secteurs dans lesquels nous sommes, mais
Au niveau du financement, il y a une innovation majeure. Nous nous fions plus seulement au Bénin à l'aide publique au développement. Donc, ce n'est plus, nous avons de très bons rapports avec la l'aide et nous sommes servis. Développement, nous avons de très bons rapports avec des pays France et tous les organismes et qui financent un certain nombre de projets après à peine d'offres dans d'autres pays. Mais nous avons surtout sur le marché international. Nous avons essayé de mettre en place une réforme qui nous donne un certain nombre de, c'est-à-dire une image de crédibilité par le monde qui permet à notre pays d'aller sur le marché international pour les emprunts obligataires. Vous avez entendu parler des eurobonds que nous avons eu par 2 fois et également un type d'emprunt obligataire que nous faisons pour financer, et ceci en lieu de place des moratoires. Ceci en lieu de place des moratoires des dettes. Au lieu de souscrire au moratoire des dettes pour financer notre développement, nous allons plutôt sur le marché international parce que nous remplissons les conditions pour avoir des sources de financement que nous respectons, dont nous respectons les engagements à échéance et même avant, parce que, qui vous souviennent, pour ceux qui suivent le développement économique de notre pays, qu'en novembre 2021, nous avons même procédé à des remboursements avant terme pour bénéficier d'un certain nombre de profits qui nous ont permis de financer des projets dans le secteur de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'énergie, c'est-à-dire les ODD, c'est-à-dire des projets de réalisation des objectifs de développement durable. Donc, voilà un peu, pour ne pas monopoliser la parole, les contours en quelque sorte de l'expérience que nous sommes en train de faire. Évidemment, si nous devons faire des échanges avec l'international, il faut, et d'abord au régional, nous avons créé, comme vous le savez en Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, qui n'est pas encore à base, compte tenu d'un certain nombre de boulots, des arguments que je ne pourrais pas rappeler ici, mais nous avons, dernier sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles en février l'année dernière, il a été décidé d'avoir un nouveau type de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Ce type de partenariat, bon, malheureusement, quelqu'un a posé la question ce matin et a exprimé sa colère. Ce type de partenariat est promené parce que, en tout cas, la guerre de l'Ukraine a effacé notre priorité. Nous ne sommes plus prioritaires par rapport à la. Et curieusement, ce que vous avez évoqué là, des fonds sont là, mais peut-être que ça sert à autre chose. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on change les règles des échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique. Message reçu 5 sur 5, SADEX, Les 6 000, il faut qu'on les change. Les relations ACP-UE doivent changer si nous voulons effectivement qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant qui assure le développement de la. Message reçu 5 sur 5, c'est passionnant. Alors, vous n'allez pas poser le micro très maintenant, puisque vous allez donner à votre collègue ambassadeur du Sénégal, le Sénachi Bagatseye. On va vous demander très simplement, existe-t-il, après l'exposé que nous pouvons entendre, qui est très rapide et très clair, une sorte d'axe informel de Cotonou-Dakar pour la réforme du développement de l'Afrique et notamment de l'Afrique occidentale? Absolument, M. Lafont. Merci aux organisateurs aussi, à la suite de mon collègue. Je tiens à les remercier de nous avoir associés à cette réflexion. Accès Dakar contre nous, absolument. Nous partageons le monde, nous partageons la CEDEAO, nous partageons l'Union africaine, nous partageons la francophonie, nous partageons. Mais comme il a souligné, il y a une Afrique multiple. L'Afrique, généralement, est perçue sous un prisme globalisant. Bon, il y a des Afriques et beaucoup de différences suivant les différents pays. La question qui est posée, quel nouveau modèle de développement pour l'Afrique induit au moins 2 sortes de réflexions. Ça veut dire,
on avait un modèle qui était là, sur place. Quel est ce modèle? Mon collègue en a parlé. Une économie extravertie, héritée de la colonisation, promotion des cultures de l'agriculture de rente, donc vers cultiver de l'arachide pour le Sénégal, cacao ou autres spéculations pour beaucoup de pays destinés à la vente. Ce qui a induit forcément au sein de nos pays, on délaisse la culture céréalière, mettant en péril un peu au cours de nos pays, question de sécurité alimentaire qui s'est posée. L'éducation nationale dans nos différents pays servait à former plus une élite administrative pour punir en matière des États. Le problème qu'il a évoqué, au cours de nos pays, un retour vers la formation professionnelle. Donc, ça aussi, ça a été un handicap majeur. Je reprends un peu le modèle qui existe, ou qui a existé pendant plusieurs années. Mais je pense qu'il en a parlé de manière assez éloquente. Pour beaucoup de nos pays, la mobilisation des recettes internes est un problème. Beaucoup de nos pays tirent les recettes des douanes. Parce que la pression fiscale, elle est très faible. Les économies africaines, pour la plupart, étant informelles. 80% dans plusieurs pays. Donc, pression fiscale très faible et que les recettes sont tirées des douanes. Ça veut dire quoi? Si un pays nous dit mes recettes douanières sont très fortes, très importantes, derrière, ça veut dire qu'on en a beaucoup importé. Beaucoup importé, ça veut dire qu'on ne produit rien sur place. Alors, ça aussi, c'est une difficulté au niveau de l'Afrique. Je parle un peu des difficultés et du modèle qui existe. Ça veut dire le thème du poids, oui, ce modèle est là. Ce modèle a atteint ses limites. Qu'est-ce qu'il nous faut produire aujourd'hui comme nouveau type de modèle pour répondre aux défis auxquels l'Afrique fait face? Quand on me dit quel est le nouveau modèle, je dis, ça me renvoie de manière caricaturale à un homme à qui on a attaché les pieds et on lui demande quelle stratégie pour franchir l'obstacle. Sa première réflexion, c'est de dire détachez-moi les pieds d'abord. Alors, ça, qui va détacher les pieds des acteurs, des différents secteurs de l'Afrique. Détacher les pieds de l'Afrique, c'est d'abord revoir la gouvernance économique mondiale et financière. Je pense qu'il a abordé un peu. Aujourd'hui, l'Afrique, dans sa globalité, porte ce message au niveau de la sphère gouvernementale économique mondiale. L'intégration de l'Afrique au sein du G20 a été un plaidoyer pour dire qu'on ne peut pas, pour un continent de 30 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliard de personnes, avec pour son PIB global représentant la 5e puissance mondiale, être absent de l'Afrique de la sphère de décision économique. Pour nous, c'est une injustice qu'il faut corriger. Il y a aussi, aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de pays africains, la question du financement de nos économies. Il y a une conférence qui s'est tenue ici à Paris au mois de mai 2021. Il a été beaucoup question de développer un peu comment financer les économies africaines. Vous allez au Bénin, vous allez au Sénégal, vous allez au Gabon, et dans plusieurs pays africains, il y a aujourd'hui des plans qui ont été mis en place, dessinés, avec une volonté des États de participer, de financer une partie du développement, financement dans un esprit keynésien des grandes infrastructures, mais avec un besoin de participation du secteur privé. Or, aujourd'hui, l'Afrique est un continent où il y a tout à construire. Routes, autoroutes, hôpital, écoles, etc., etc. Un des problèmes aujourd'hui que nous avons, parler d'un axe Dakar-Bénin. Savez-vous que, par exemple, venir de Dakar à Abuja, qui est la capitale de la CEDEAO, moi, je peux quitter Dakar, venir à Paris, faire une conférence, retourner à Dakar, celui qui a quitté Dakar pour aller à Abuja n'y est pas encore. C'est ça la vie aujourd'hui. Or, on ne peut pas parler d'un développement africain si on ne crée pas une dynamique de commerce interafricaine assez dynamique. Si on ne permet pas l'interconnexion au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, la question du rail a été, pour beaucoup de pays africains, une question handicapante. Beaucoup de nos partenaires ont refusé de financer ou de suivre l'Afrique dans le financement du rail. Parce que pour eux, c'est un financement exorbitant et que les Africains ne pouvaient pas
prendre cela en charge. Or, si vous dites à un pays africain, le barrage du Guyana, oui, il est important. Et le potentiel hydroélectrique de l'Afrique est énorme. Il pourrait régler tous les problèmes énergétiques auxquels l'Afrique est basse. L'Afrique a besoin d'énergie pour se développer. Nous avons des concours. Rien que la Guinée pouvait régler le problème d'électricité de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais vous demandez un financement pour un barrage. On vous dit oui, bon, vous savez, avec les règles de l'OCDE, on peut faire un financement, mais c'est sur 10 ans. On ne peut pas faire plus. Un barrage qui est pour électrique, c'est une durée de vie de 100 ans, bien sûr. Comment est-ce que vous pouvez imaginer de financer une telle infrastructure sur une durée de 10 ans? Ce qui veut dire donc aussi switcher sur un paradigme. Ouais. Donc je dis, non, ça c'est de bâcher les pieds. Il faut cacher les pieds. Et aujourd'hui, le débat, il est là. C'est de dire, aujourd'hui, pour permettre à l'Afrique de faire le bon qu'il doit faire, il faut lui détacher d'abord les pieds. Et qui détacher les pieds? C'est revoir ces règles de gouvernance économique et financière mondiale. Je termine un peu en rebondissant sur une question qui a été évoquée par Abdel Hervé. La relation France-Afrique, un peu. Il a raison, mon collègue, nous avons d'excellentes relations, que ce soit le Bénin avec la France, le Sénégal avec la France, Côte d'Ivoire avec la France, etc. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un gouvernement qui ne rejette pas forcément la relation, mais qui la remet en question. On ne doit pas s'arrêter pour s'interroger. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous avons vu dans le passé comment, de partir de la traite des nègrières plutôt, la colonisation, etc. Moi, je suis bien appelé la colonisation, l'indépendance du Sénégal. Donc, beaucoup de jeunes Africains ne portent pas un fardeau, ni la colonisation, ni la traite. Ce n'est pas un fardeau pour eux. Cependant, aujourd'hui, l'interlocuteur qu'ils ont devant eux, vous venez, et c'est des discours des fois de toute bonne foi, hein. Quelqu'un qui me dit, oui, vous savez, moi j'aime l'Afrique, je vais aider l'Afrique. C'est quoi ce discours? En vérité, ce discours charrie, relègue et tout le patrimoine du paternalisme et sérieusement de cette mission de civilisation. Et aujourd'hui, c'est un discours qu'il faut laisser de côté. C'est des partenariats que nous voulons développer d'égal à égal. Si on déplace les hélicoptères, comme détacheur des pieds, mais aussi comme égalisateur. La relation des pays, les différents partenaires africains avec l'ancien colonisateur français. Merci infiniment pour ces éclairants analyses. Je me tourne vers Jean-Marco Monsellato, vous êtes le PDG de loi pour la France et c'est l'Afrique en peuple. Alors, d'abord, comment vous avez entendu les discours qui ont été tenus jusqu'ici par la représentation bien sûr de la recherche au développement, mais aussi par les représentants officiels de partenaires africains très importants de la France et de l'Union européenne? Je m'inscris D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'inscris dans la continuité. Je vais peut-être exprimer un peu plus sur le plan économique que vous venez de dire, Excellence. Je suis de construction. Et en me focalisant par construction sur l'économie, l'économie a évidemment une conséquence sociale et sur le monde des entreprises. Mais le sujet, c'est le nouveau mode de développement pour l'Afrique. Si on raisonne sur ce sujet d'un point de vue, puisqu'il est aussi en français et en africain, je pense que la première chose à faire, c'est une mise à jour du logiciel de relations entre l'Europe et la France. Oui. C'est indispensable, et j'en reviendrai, parce que l'Afrique, même si vous l'avez dit très justement, Excellence, ça veut dire l'Afrique, c'est des Afriques, quand on continue c'est une simple chute d'Afrique. Elle vit un moment inédit, non seulement sur l'histoire, mais aussi parce ce qui va justifier une vie de construction radicalement différente de ce qu'on peut jusqu'au. Le point, je peux me permettre de le dire, parce que je ne suis pas un monde politique, la France et l'Europe regardent une Afrique qui n'existe plus. Le premier partenaire économique de l'Afrique, c'est la Chine. La Russie a infiniment plus d'influence militaire et politique en Afrique centrale que la France.
Encore une fois, c'est pas complètement aberrant. Pendant la guerre froide, une grande partie de la place centrale était dans la sphère de Nice. C'est pas d'aberration historique. La Chine est moins regardante sur les droits de l'homme. C'est un fait. Les États-Unis sont en train d'investir beaucoup en Afrique, alors pour des raisons géopolitiques moins innocentes. Peut-être c'est des vainqueurs sont plus présents en Europe que la France. Donc, il faut mettre à jour ce dossier et regarder l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, et non pas telle qu'on peut la rêver et l'étudier. Et dans ce constat, aujourd'hui, c'est un sujet pour la fin de demain, elle est confrontée à deux modèles de co-développement, de co-investissement. Le modèle européen est un modèle politique d'aide au développement, toujours conditionné à des politiques peut-être nordiques pour l'homme, où l'Europe est effectivement transportée une vérité vers la. La difficulté, c'est un modèle assez lourd. La peine est qu'aujourd'hui, qu'on a une réalité qui ne plaît pas à l'Europe. C'est que seule l'Europe pense qu'elle porte une vérité universelle. Le reste du monde n'en est pas du tout convaincu, voire est convaincu de l'inverse. Contrairement aux Américains, nous n'avons pas un empire militaire. Donc ça change et sur la place, une vraie différence. Et ce modèle-là ne permet pas à l'Afrique de répondre à ces questions de développement. Je prends un exemple qui se rappelle. Vous construisez un pipeline. Vous êtes une entreprise Union européenne, Total au hasard. Vous respectez tous les enjeux, toutes les règles environnementales. Vous êtes très vertueux. Vous pouvez être sûr que vous aurez une enquête de la Parlement européen, que vous aurez une campagne de patrimoine, que vous aurez des problèmes jeunes. Vous êtes chinois. Vous construisez le même pipeline sans respecter aucun rapport environnemental que les pays. Ça ira beaucoup plus vite, c'est que ce sera beaucoup moins cher. Mais c'est qui qui vous fait pour ça. Donc, il y a le modèle, justement, le second modèle, plutôt chinois, c'est des pays de gauche, qui est un modèle d'investissement à très court terme. Et où on investit à très court terme dans de conditions, et on en tire tout de suite un profit, en général, sur la source. Donc, c'est les hôpitaux chinois qui sont donnés aux contreparties où il n'y a pas de là-dedans. C'est des infrastructures d'assez mauvaise qualité, mais ça marche, c'est assez précieux pour les pays africains parce qu'on n'a pas tout de suite les capitaux, on chérit, et on ne demande rien en contrepartie, si ce n'est il fait une partie importante des ressources naturelles, évidemment, des pays où ils investissent. Et ça ne dure pas longtemps, et ça crée une dépendance cachée assez significative, comme on voit aujourd'hui en Asie. Je pense qu'il faut en sortir par l'eau, il faut inventer un troisième modèle. Et l'Afrique a intérêt, qui est celui en Intermédiaire, parce qu'elle vit vraiment un moment inédit sur l'histoire. Dans 30 ans, près de la moitié de la jeunesse des moins de 18 ans sera africaine. Une fois que j'ai dit ça, donc l'enjeu de développement majeur de la pays en France, c'est l'Afrique va trouver des emplois, formation, logement pour toute cette jeunesse, qui sera presque à moitié, on va dire 40% par africaine. Et la démographie, toujours la loi qui régit l'économie politique sur le temps, ça a toujours été les Chine. Donc, dans ce contexte-là, quand vous êtes président du VRD, à Kinshasa, vous avez à peu près 1 million de jeunes parents qui arrivent chercher un emploi, développer une économie pour la guerre. Ces emplois, c'est possible qualifié. Donc, comment on fait? Et vous êtes confronté à des modèles économiques qui ont fonctionné en Europe ou en Chine, dont on voit aujourd'hui le point important en termes d'excellence négative. Ce fait. L'Afrique a cette opportunité de faire un saut quantique et d'aller directement au modèle économique que l'Europe et les États-Unis, voire la Chine, essaient d'atteindre pour le transformer. La sécurité sociale en Afrique demain, on n'aura pas les débats ubuesques qu'on sait, savoir s'il faut fusionner les données sur la carte digitale pour unité le code. Directement sur les téléphones portables, et puis elle est complètement bypasser ça. Et cet enjeu, là, de monter une idée de construire un nouveau modèle de clinique lié pour l'Afrique, cela à la fois écologique, mais numérique, qui est fondamental pour la jeunesse et fondamental de la chose. On envoie des précurseurs, pas parler des pays qui sont là pour essayer de grimper plus la Côte d'Ivoire, qui effectivement, comme un gars intéressé au développement économique, le Gabon en termes de biodiversité, protection de la biodiversité, est franchement plus exemplaire que la France. De saison de le résultat, c'est très que vous voyez. Et on voit, mais vous l'avez souligné de séance, il y a un besoin de capitaux qui dépasse la capacité à acheter le capitaux pour continuer à faire. Et puis, mon troisième point, c'est qu'on y arrivera que dans une logique de production, voire dans une logique de nouveau plan Marshall. Oui, je ne prends pas le plan Marshall par hasard. Le plan Marshall, il a été fait par les Américains pour répondre à la menace du communisme. Là, on est face à une menace différente, mais pas moins réelle, oui, je déséquilibre la folie.
Et l'Afrique est une formidable opportunité pour construire un capital économique. Donc, il y a un vrai sens pour les pays européens, pour sa part, je sais, voire la Chine, d'avoir une co-construction au niveau de l'entreprise d'investissement pour permettre à l'Afrique, dans ses infrastructures, dans ses communications, de faire son modèle de développement. Et c'est, pour une fois, l'Union européenne favorise ça, parce que les gouvernements européens qui vont, de toute façon, l'américaine, forcer les investisseurs à investir dans le développement durable par la taxonomie européenne, c'est un fonds d'investissement aujourd'hui, vous résumer le sur 10 ans, vous résumer sur 20 ou 30 ans, et vous êtes obligé, que vous le vouliez ou non, de vous assurer que vos investissements respectent les normes écologiques, sociales et toutes les normes de l'économie durable. Donc il y a une masse d'argent privé, américaine et européenne, voire asiatique, dans l'économie africaine, en construction, non pas tant simplement pour qu'imaginer toutes les européennes s'importent en entreprises africaines de développer en de ce produit du jour, et je l'ai trouvé sur tes comptes, pas que les investisseurs européens, pour les entreprises, c'est déjà un peu compliqué pour les faire. Respecte et intègre l'intégrité de l'Afrique. Pour les économies, pas le défi, je parlais d'une contre-ministre de Côte d'Ivoire ou de l'Ouest du Gabon, seulement. Ça suppose effectivement une transformation qui est faisable, d'avoir un système qui est encore un investissement qui soit fondé sur la transparence des données, être un investisseur de pouvoir montrer qu'il y a bien un effet dans les choses virables et que la lisibilité, dans le cas simple compliqué, et la stabilité. C'est ça pour moi la mutation africaine, pour attirer cet investissement privé qui est pour moi plus important que le d'avoir un système transparent, lisible et stable pour attirer les capitaux et faire ce saut quantique de développement économique et durable de pays numériques qui sera clé, parce que après même moitié de la sera tout bien encore. Jean-Marc Monsénateur, on vous applaudit chaleureusement. Merci. Je précise l'avenir à moyen terme de cette refonte du modèle de développement. Je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Cordier. Il a été très patient. Vous êtes, monsieur, le fondateur du comité, le président du comité d'éthique Total, qui s'appelle aujourd'hui Total Énergie. Ah voilà, les informations sont bonnes. Vous avez été toute votre carrière dans la pétrolière, vous connaissez très bien le continent africain, notamment l'Angola et le Gabon. Le Gabon, c'est une question dans la communication de M. Monsénato. Alors, est-ce que vous partagez justement cette idée qu'il y a un saut quantique qui serait possible, tout en prenant le fait qu'il y a, comme vous voulez le développer, plusieurs modèles de développement. Il y a plusieurs modèles de développement. C'est juxtaposé. Il faut peut-être aujourd'hui penser à réunir. Bien, Quoi pour nous entendre? bien. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Arnaud et Sior de m'avoir invité pour cette extrêmement intéressante conférence. Donc, comme l'a dit M. Lacroix, je viens de Total, donc je viens du monde de l'énergie. J'ai passé toute ma vie à chercher du pétrole et quelquefois à m'en trouver. Dans les pays de chez Monsénato, Absolument, et dans d'autres également. Donc, la première chose qui m'a frappé quand j'ai reçu cette proposition, c'est quel modèle de développement pour l'Afrique. Alors, comme l'ont très bien dit messieurs les ambassadeurs, il n'y a pas un modèle de développement pour une Afrique. L'Afrique, c'est une entité géographique, certes, qui est absolument énorme, mais il y a plusieurs Afriques. Quoi de commun entre l'Afrique nord-saharienne, les pays du Maghreb, le Maroc par exemple, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Afrique de l'Ouest, etc. l'Algérie. Donc, je me suis dit que peut-être, compte tenu de ce que je sais, je ne sais pas grand-chose, mais de mes compétences, sur quoi puis-je intervenir? Il y a quand même un dénominateur commun au développement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est absolument fondamental. Alors, aujourd'hui, si on regarde la population de l'Afrique, à peu près 1,4-1,5 milliard de personnes, l'équivalent de la population chinoise, de la population indienne, merci. Et donc, si on regarde cette population, qu'est-ce qu'on constate? On constate que à peu près 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, principalement en Afrique subsaharienne. Et près, si on considère toute l'Afrique,
un peu moins de 1 milliard de personnes n'ont pas accès à ce qu'on appelle le clean cooking dans un affreux anglicisme, c'est-à-dire une manière propre de cuisiner, sans utiliser du charbon de bois, sans utiliser le bois qu'on va ramasser, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Et donc, un des premiers problèmes, effectivement, c'est d'arriver à résoudre ces deux questions. Faire entrer, pour parler comme Jeremiah Rifkin, faire entrer l'Afrique dans l'âge de l'accès. Oui, enfin, on va y rendre. Mais et comme je l'ai souligné, les situations sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. En ce qui concerne, par exemple, l'accès à l'électricité. Or, si on regarde l'accès à l'électricité, dont une bonne partie est faite avec des énergies renouvelables, l'Afrique est le premier pays au monde pour le pourcentage des énergies renouvelables utilisées, avec un énorme potentiel, j'y reviendrai. Mais il y a beaucoup également d'utilisation de gaz et de pétrole. L'Ukraine, augmentation des prix, et on estime aujourd'hui, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qu'environ 30 millions d'Africains ont perdu leur accès à l'électricité du fait de cette augmentation du prix de l'électricité. Parce qu'on n'a plus les moyens de payer cette électricité. Donc ça, c'est un véritable problème. Et c'est la même chose pour avoir un accès à des moyens de cuisine qui soient propres, au sens non émetteur de CO2 et bon pour la santé des gens. Parce que quand vous faites la cuisine dans un endroit clos, en respirant les vapeurs de charbon de bois, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc il faut considérer le développement énergétique de l'Afrique. Alors, quels sont les atouts de l'Afrique? Ils sont absolument énormes. Parce que l'Afrique a un potentiel de développement d'énergie nouvelle. Alors, quand je dis énergie nouvelle, c'est énergie dite renouvelable, le solaire, le vent, l'hydroélectricité, très gros potentiel, et ça a été souligné également par mes prédécesseurs, et éventuellement la géothermie. Donc là, il y a un gros gisement d'énergie qu'on peut développer de manière tout à fait respectueuse des objectifs de développement durable. D'autant plus que si on en croit toujours, c'est une de mes grandes références, l'Agence internationale de l'énergie, le fait qu'une projection de développement raisonnable de ces énergies d'ici à 2030 créerait 4 millions d'emplois en Afrique. Donc, c'est quand même un gisement important d'emplois potentiels. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, fort potentiel de développement, donc essentiellement d'électricité, puisque toutes les sources d'énergie que je vous ai décrites sont génératrices d'électricité. Mais alors qu'on parle de transition énergétique, il est clair qu'il ne va pas y avoir de transition énergétique qui va consister à dire on remplace le pétrole et le gaz par de l'électricité. Ça, c'est pas possible à court terme. Donc, et à long terme, ça sera même difficile. Donc, il va y avoir superposition, comme ça s'est fait dans toute l'histoire de l'énergie de l'humanité, superposition des diverses sources d'énergie. Alors, en particulier, le gaz et le pétrole sont deux ressources qui sont relativement importantes en Afrique. Il y a eu des belles découvertes, de pétrole en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a eu la découverte récente d'un très beau gisement de gaz qui s'appelle le Croyakar et qui contient l'équivalent de 3 milliards de barils de pétrole. Pour parler en unité relativement simple. Donc là, il y a également un gros potentiel qui reste. Encore faut-il le développer. Et alors, ce qui est important, c'est que le gaz et l'électricité, le gaz et le pétrole, sont utilisés
pour des usages de déplacement, etc., qui sont difficilement remplaçables par d'autres sources d'énergie. Donc, aujourd'hui, on considère qu'en 2030, les 2 tiers de la production de gaz et de pétrole de l'Afrique devraient être consacrés au marché intérieur de l'Afrique. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, les pays exportateurs gagnent énormément d'argent en exportant le pétrole avec un baril autour de $80 aujourd'hui, je ne sais pas exactement, et le gaz. Mais il faudra revoir ce marché. Ensuite, je sais pas, je vais peut-être un petit peu long, mais il y a aussi un gros potentiel en Afrique pour les métaux et matériaux rares et rares qui sont absolument indispensables pour les nouvelles sources d'énergie électrique. Alors, ne serait-ce que pour les batteries, le cobalt, par exemple, et également tout ce qui concerne les aimants avec les terres rares, les aimants des éoliennes, etc. Donc, il y a un gros gisement de développement, si je puis dire, de ces terres rares en Afrique aujourd'hui. Et on estime, alors évidemment, ça vous saute le cerveau, que 40% des ressources en matériaux rares et terres rares de la planète sont concentrées quelque part en Afrique. Donc, il y a vraiment un grand potentiel à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il faut pour développer ce potentiel? Bon, ça, vous l'avez largement évoqué, c'est des investissements. Et également, c'est sans doute, et ça, vous l'avez très bien dit, monsieur l'ambassadeur, des zones de libre-échange. Faire que pour aller d'un point d'Afrique à un autre, on ne soit pas obligé de passer par Paris ou par je ne sais où, ou par Johannesburg. C'est pas... Donc, il faut essayer de créer... Alors, ça existe, plus ou moins. Il y a des projets, il y a des réalisations qui sont déjà en place, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, donc plus de fluidité. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'applaudis chaleureusement. L'éthique de Total. Alors, tous les beaux colloques ont une fin, c'est pas la fin du colloque. Mais la table ronde va quand même bientôt s'achever. Il faut qu'il y ait encore 5-10 minutes de questions. Non. Les avant, nous allons la rendre. Les avant, c'est pas capable. Complètement. Et oui. C'est pas trop d'infrancophones. Et alors, comme vous êtes en position, on va dire, de maîtrise d'une forme de motion de synthèse, je vais vous proposer, alors, à partir de tous les exposés, monsieur Corti, je vais vous proposer de faire une sorte déjà de pré-synthèse, peut-être, de nos travaux de ce matin, de cette tableau. Sachant que vous avez évidemment le droit de développer aussi des idées personnelles, et peut-être de rebondir sur les points les plus saillants des exposés que vous avez jusqu'ici entendus. Et je rappelle que vous êtes, c'est ce que j'ai dit, ma foi a été couvert par le brouhaha des inquiétudes que vous êtes, que le porte-parole du groupement du patronat francophone. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Et je remercie chaleureusement Laetitia Alouette de cette invitation et de cet engagement aussi qu'elle porte sur ces questions-là. Vous m'avez mis un peu la pression. Je sais, c'est que ça me fait vraiment rentrer. Et c'est parce que ça fait beaucoup de ça. Je sais que je ne peux pas pouvoir rester en vie en quittant la taille. Voilà. J'aime beaucoup cette expression de détacher des pieds. Et je pense que d'abord, avant toute chose, on parle de... et ça part dès le départ, quel nouveau modèle de développement pour l'Afrique. Je me suis posé la question en disant cette question, en disant, est-ce qu'on aurait posé la même question en disant quel modèle de développement pour l'Europe? Parce qu'en réalité, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie française est la même chose qui se passe dans l'économie slovène, qui est la même chose dans l'économie italienne, qui est la même chose dans l'économie espagnole? Et bien la réalité, c'est que l'Afrique, c'est la même chose. Ce qui se passe dans l'économie camerounaise est totalement différent de ce qui se passe dans l'économie du Maroc, qui est totalement différent dans l'économie d'Angola. Donc est-ce qu'on aurait eu l'audace de poser cette question du modèle de développement pour l'Europe? J'en suis moins sûr. Et ça montre que déjà dès le départ, il y a un paradigme différent qui fait que quand on parle de l'Afrique, on pense qu'on parle d'identité. Et quand on parle de l'Europe, même l'Europe aujourd'hui des 27, on parle du monde chacun des pays. Donc déjà dès le départ, je pense que pour que cette relation entre la France, l'Afrique, l'Europe et l'Afrique
puissent continuer à grandir ensemble, il faut déjà un paradigme différent dans lequel les uns et les autres se regardent droit dans les yeux et autour de la table avec les mêmes questions pour les uns qui sont les mêmes questions pour les autres. C'est un peu disons, la touch de ces deux premières tableaux, on peut se mettre Ah ben tout à fait, c'est pour ça que j'arrive, j'essaie de faire au plus vite parce que je sais que le temps est compté. La deuxième chose pour le modèle, c'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est que l'économie africaine est une économie subdivisée par pays, comme vous l'avez compris, et en fait chaque pays a ses traditions et ses institutions. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il y a vraiment une perte de distance de la France dans ces pays-là, qui est due au fait que après les indépendances, comme l'a dit Sylvia dans Panama ou ambassadeur, il y avait un monopole, puisque la France était le pays qui était resté vraiment en lien avec ces pays-là. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont là, donc c'est une vraie relation de concurrence. Et moi, je dis souvent à mes amis français, puisque c'est la double casquette, qu'il faut prendre cette notion aujourd'hui de concurrence dans les différents pays. Avant, les gens disaient, voilà, nous, on est français, on veut développer compagnie. Bon, déjà, ça fait un truc qui ne se dit oui, on voit même plus se dire. Parce que les gens disent aujourd'hui, mais pour qui tu te prends pour venir changer mon pays alors que toi-même, dans le domaine de développement, il y a peut-être encore des choses dans lesquelles tu as des choses à développer. Donc nous, au sein de notre francophone, déjà, on a essayé de voir le pas différent. On est là pour aider les entreprises francophones à s'implanter dans tous les territoires français. Évidemment, il y a 30 pays du continent africain. On travaille évidemment en étroite avec l'extension dans les femmes du Sénégal, sur les sens du Bénin, et tous ces pays-là. Et on s'est rendu compte d'une chose. Il y a évidemment une relation nord-sud à développer, mais il y a surtout une relation sud-sud à développer. Et pour ça, il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué ici. C'est la confiance. D'abord, entre nous, gens du sud-sud. Pardon, je vais être un peu cash, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais être direct. Mais très souvent, nous-mêmes, quand on se dit, il y a une entreprise du sud, d'un pays à conviction qui veut s'implanter dans son pays, très souvent, on va regarder d'abord son propre ami, collègue et voisin avec beaucoup de défiance. J'ai écouté ce matin l'excellent architecte qui est ici, monsieur qui parlait, qui est originaire du Cameroun, qui disait on est de la diaspora, et c'est vrai, ici, on se sent un peu chez nous et pas totalement chez nous, et quand on est un peu de nos parents, on se sent aussi un peu chez nous et pas totalement chez nous. Et la réalité, c'est que c'est nous qui devons décider là où nous sommes chez nous, et c'est ceux qui sont en face de nous, qui sont aussi des gens du Sud, de nous faire confiance sur les projets et d'écouter les autres. Et moi, c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Laetitia, parce que je me suis dit, enfin quelque chose où on peut se parler les uns avec les autres. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on ne s'écoute plus, on ne se parle plus et on n'écoute pas les problèmes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans cette relation entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique sur le développement, c'est d'abord un modèle de développement de co-construction. Un modèle de co-construction qui doit être gagnant-gagnant. Pas seulement sur l'investissement, mais aussi sur la formation. Nous sommes en train de mettre en place, par exemple, à Côte d'Ivoire, une école de la deuxième chance, pour qu'on puisse aider les jeunes dans les quartiers populaires à avoir une formation et qu'ils soient tout de suite très mis en place sur l'employabilité pour très vite trouver un emploi. Parce que amener de l'investissement, amener du savoir-faire, quand les gens n'ont pas de formation pour le faire, ça reste un problème, ça ne permet pas d'évoluer. Nous, on dit oui à l'investissement, mais avec l'investissement, il faut la formation pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Parce que à chaque fois, on a l'impression que c'est ceux qui viennent de l'extérieur qui doivent apporter à ceux qui sont à l'intérieur. Mais par contre, on dit aussi que ceux qui sont à l'intérieur, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de connaissances, ils ont le savoir-faire dans leur propre pays. Et nous qui sommes de l'extérieur, dire à quelqu'un, on va t'aider à développer ton pays, il va te dire, mais qu'est-ce que tu connais ton pays? Moi, j'ai le savoir-faire, moi, j'ai la réalité locale, et pour ceux qui sont ici, vous connaissez les réalités locales de chez nous. Donc, c'est important de se baser sur ça. Et pour ça, on a agi simplement en travaillant avec les patronats, les chambres de commerce, qui sont les acteurs de terrain dans les pays. En disant, voilà, par exemple, sur le Sénégal, on travaille avec les deux patronats qui sont les plus importants dans le Sénégal, avec les entreprises sénégalaises, et on fait ça basé sur un mot qui s'appelle l'intelligence économique. Très simple, et après je laisse la parole, mais très simple pour dire quels sont les besoins aujourd'hui dans ton développement de ton pays. À partir de là, nous, on va regarder dans les 87 autres patronats quelles sont les entreprises francophones qui sont en capacité de répondre aux besoins de ton pays. On va aussi servir de ce rôle un peu diplomatique de dire à ces entrepreneurs, oui, le Sénégal est un pays viable, oui, le Sénégal est un pays fiable, oui, le Sénégal est un pays dans lequel il y a de la croissance, et oui, les investisseurs francophones peuvent venir au Sénégal parce qu'il y a besoin. Donc, on va avoir ce rôle pour rassurer les investisseurs en expliquant la viabilité et la fiabilité du pays, et on va rassurer les pays d'origine qui sont demandeurs en disant on va s'appuyer sur ton économie, sur tes besoins, sur tes demandes, pour qu'au moins ceux qui viennent dans le pays soient tout de suite en lien avec le patronat et les entreprises localement. Pour moi, en fait, tant qu'on sera dans une relation aujourd'hui ça de
de co-construction, de formation, de gagnant-gagnant, où les uns et les autres se regardent autour de la table pour essayer de grandir ensemble, en sachant que, évidemment, il y a de la concurrence, donc il faut être meilleur que ceux qui sont autour de la table. Et il y a beaucoup d'acteurs, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la Russie, il y a Israël, il y a la Chine, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis aussi maintenant. Donc il faut aussi qu'on apprenne à des gens qu'on fait donner le meilleur et l'excellence pour que dans chaque pays puisse choisir le meilleur pour son pays. Et je terminerai en disant que moi je crois que la relation aujourd'hui entre la France et l'Afrique et aussi entre l'Europe et l'Afrique, basée sur cette justement francophonie économique, passera aussi beaucoup par la diaspora. Parce que pour moi, les diasporas sont le pont qui permettent de connecter les uns aux autres. Et simplement, je terminerai comme j'ai commencé. Si on pouvait juste faire quelque chose, comme l'a si bien fait Laetitia, en mettant tout simplement tout ce monde autour de la table, des gens de l'ambassade, des ambassadeurs, des diplomates, des gens de l'économie, des investisseurs, des gens des diasporas, et qu'on faisait peut-être un nouveau pari pour cette nouvelle année, travaillant les uns avec les autres, main dans la main. Et bien, je vous assure qu'on arrivera à... Vous avez raison, l'Afrique de la confiance, elle commence ici à Courbevoie, à l'EHU. Vous avez les portes d'un moment refondateur. Merci beaucoup à tous nos orateurs.